est-ce que chacune a ressenti ce qui a été présenté. Le fait que Tata Annette nous ouvre son intimité comme ça, on en parlait ce matin, de pouvoir en savoir un peu plus sur les pionnières, au-delà de ce qu'on écrit, de ce qu'on nous dit, que ces personnes-là puissent nous parler elles-mêmes, nous raconter leur histoire. Et je crois qu'on a un peu une réponse des préoccupations qu'on avait ce matin. Donc, au-delà de, je pense peut-être, nous les journalistes, que Tata Annette a motivé, je ne sais même pas comment expliquer ça, ce qu'elle a apporté dans nos vies quand nous étions jeunes journalistes, et même la génération d'aujourd'hui encore. Moi, je me souviens avec Tata Eugénie, elles organisaient souvent des week-ends où elles prenaient les jeunes journalistes qui étaient encore à l'école pour nous motiver, surtout pour nous préparer aux défis. Parce que, comme elle nous disait, être une femme journaliste, ce n'est pas facile. Mais si nous avons pu être là où nous sommes aujourd'hui, vous pouvez. Si vous avez les outils, si vous êtes forte, si vous avez envie de déplacer des montagnes, vous le pouvez. Donc, pour moi, c'est un peu le témoignage que je peux faire sur Tata Annette. Maintenant, je vous donne la parole. Je ne pouvais pas me retenir parce que Tata Annette Meyderneville, quand je faisais ma recherche de doctorat, j'ai un chapitre sur elle. Et j'ai écrit sur le journal, le magazine Awa. J'ai aussi regardé un peu ses poèmes, particulièrement la bague de cuivre et d'argent, le vieux chasseur, qui est aussi le Noël du vieux chasseur, qui est très très intéressant. Et quand je regardais vraiment ses œuvres, j'étais très étonnée de ses choix. Non seulement elle représentait des familles sénégalaises africaines typiques, et ces poèmes ont été publiés dans les années 80 déjà. Et pendant ces années-là, on n'avait que des maisons de production françaises qui contrôlaient le contenu des poèmes ou des nouvelles, voilà, tout ce qui est production littéraire, on peut dire. Plus ou moins, ils contrôlaient le contenu. Et quand j'ai vu la couverture de la bague de cuivre et d'argent, j'étais vraiment attirée par la jeune fille qui avait les cheveux africains, qui était avec son père et sa mère. Et c'est l'image typique de la jeune sénégalaise. Et je me souviens que dans la littérature, la plupart du temps, quand on nous parle d'une histoire, on nous raconte la neige qu'on n'a jamais vue. On nous parle de la beauté des jeunes filles blanches qui ont des yeux bleus, qu'on n'a jamais vues aussi. Voilà, on ne nous parlait pas de nos réalités, de ce que l'on vivait. Donc quand j'ai vu ces choix d'abord, ça m'a beaucoup attirée en elle. Et quand je l'ai interviewée en 2018, j'étais très ravie d'abord et privilégiée même d'avoir cette conversation avec elle. Et j'ai beaucoup appris par rapport au choix qu'elle a dû faire pendant sa vie pour pouvoir mener ce combat. Et c'est ça, je pense, qui est un peu difficile. Quelquefois, on peut mener des combats, mais on a beaucoup de blocages. Surtout si on essaie de peser le côté personnel et professionnel. Les deux, pour la plupart du temps, ne vont pas ensemble, malheureusement. Et voilà, le fait qu'elle ait dû faire ce choix m'a beaucoup aussi marqué. Je voulais, en deuxième partie, juste parler un peu de l'époque, parce que non pas parler des années 20. En fait, après la Première Guerre mondiale, Paris est devenu comme un magnet, c'est-à-dire ça attirait beaucoup la communauté noire internationale. On avait des activistes, des écrivains africains-américains, comme Du Bois, Claude McKay, qui voyageaient à Paris. Et en même temps, on avait des étudiants, des élèves sélectionnés des colonies, surtout des colonies africaines, qui devaient aller aussi, qui avaient les bourses pour étudier en France. Donc, quand ils se sont retrouvés là-bas, les femmes, pour la plupart, le travail, c'était comment rassembler la communauté, comment écrire de leur réalité en tant que femmes noires. Parce que le combat
c'était oui pour la communauté noire, mais au-delà de la communauté noire, c'était pour l'expérience des femmes. Quand Annette Mbaye Derneville, Tata Annette par exemple, son expérience à Paris, c'est totalement différent de Léopold Sédar Senghor. Et pourtant, il portait à peu près le même combat, c'est-à-dire la libération de la communauté noire. Et ce que les femmes ont fait, c'est un travail double, comme d'habitude. Donc, elle se battait pour la libération de la communauté noire et en même temps, elle se battait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les égalités de chance. Donc, elle aussi, une chose particulièrement intéressante par rapport à elle, et j'appelle ça the practice of return, c'est-à-dire elles ont choisi de retourner pour la plupart dans leur pays d'origine pour continuer le combat. Donc elle a parlé un peu du salon Rolette qui l'a beaucoup inspiré. Il y avait déjà le salon de Clamart que les sœurs Nardal avaient commencé en France. Donc pendant cette année, c'est les années 20 qui ont vraiment commencé à cultiver cette idée d'identité noire, de communauté, de support, de solidarité. Et les femmes étaient dans les deux camps, c'est-à-dire la libération de la communauté internationale noire, mais aussi la libération de la femme, qui était vraiment très très lourde, mais elles ont pu réussir ce combat. Et Tata Annette particulièrement, vraiment, elle joue le rôle de maman, elle est enseignante, elle est journaliste, elle a beaucoup de casquettes qu'elle portait et elle a pu continuer le combat et on est vraiment fiers de savoir qu'on a des pionnières, des personnes qu'on peut regarder et essayer de copier en tant que jeune génération qui veut continuer le combat pour les femmes. Le film de Grand Willy, je l'ai suivi, je l'ai regardé et re-regardé tout ça. Mais à chaque fois que je regarde ce film, à chaque fois que je le suis, je dis bon, ça c'est un film qui devait être projeté chaque fois dans des écoles de journalisme. À chaque fois que je regarde ce film, je retiens ces brutes de phrases qu'elle jette, genre ses slogans à elle. Je suis journaliste tout court. Je veux servir ma nation. Je travaille pour exister. Et à travers ce travail-là, je me sens concernée par ma nation. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre milieu, bon, je ne dirais pas tous, mais très souvent, on veut être journaliste juste pour paraître, juste pour, je ne dirais pas pour exister, mais pour beaucoup d'art, pour beaucoup. Mais il n'y a pas cette déontologie du journalisme, il n'y a pas cette concernation pour sa nation, il n'y a pas ce bon vouloir de servir sa nation. C'est pour ça que je dis que ce film-là, dañ ko waroon di boole ci enseignement yi au CESTI, aux écoles de journalisme et tout ça, pour vraiment héritage bi ñu wax tey ne mooy le thème de ce festival-là, qu'on se serve de ce film, de cette dame-là comme héritage. Et beaucoup ñeneen comme les Elisabeth Ndiaye et tout ça, c'est des dames qu'on doit mettre entre pour vraiment ces journalistes d'aujourd'hui. Excusez-moi, vous les journalistes, mais vraiment, des fois quand je lis certains articles, ou bien quand je vois certains journalistes se mettre devant, fàtte lan mooy journalisme en fait. Fàtte lan mooy, quand je vois un journaliste ou une journaliste se précipiter pour donner une information, sans vraiment mesurer l'impact de cette information-là, Bouguené, sans vraiment vérifier la source, sans vraiment essayer de voir... Je me dis que les Annette Mbaye Derneville, les Elisabeth Ndiaye, les Sokhna Dieng et tout ça, c'est des gens à mettre au devant. À chaque fois que je regarde ce film-là, c'est ce que je me dis, Mané, vraiment, ce film-là, de nos journalistes d'aujourd'hui, mais bon, on est tous dans le même milieu, mais c'est à revoir, vraiment, hein? Merci. Quand je vois par exemple de jeunes journalistes lancer l'initiative, en fait c'est même pas des jeunes journalistes, c'est un organisme qui lance Femmes oser les médias pour que les femmes puissent être davantage en avant dans ce métier-là. Et que je vois Annette Mbaye par exemple, je me dis qu'est-ce qui n'a pas marché. Annette Mbaye qui a été directrice de programme et aujourd'hui qu'on peine à voir des femmes responsables en fait de médias, ça pose problème. Qu'on puisse les compter, en fait, ça, pour moi, ça pose problème. Moi, je vois tous les matins, pour les unes, il y a 45
je reçois 45 unes. Donc je suppose qu'il y a 45 journaux. Il n'y a pas une seule femme directrice de publication. On a une femme qui gère une télé, un groupe de presse. Après, il y a qui derrière? Peut-être de plus en plus aujourd'hui, avec Internet, il y a une certaine démocratisation. Warha a aujourd'hui sa chaîne. Quelqu'un d'autre peut le faire. Il y a beaucoup de femmes qui ont des blogs et des trucs sur Internet. Mais les médias classiques, ça pose encore problème. À la télévision, je ne pense pas. La RTS, en fait, aussi vieille qu'elle soit, est-ce qu'une fois on a eu une directrice générale de la télévision? Si ce n'est peut-être, oui, peut-être directrice de la télé, mais directrice générale de RTS, voilà, aussi vieille qu'elle soit, ça pose problème. Alors que peut-être avant 80, parce qu'elle a dit avoir pris sa retraite en 81, elle était déjà directrice des programmes, je pense qu'on aurait pu aller, en fait, plus loin. Mais aujourd'hui, ça pose problème, et encore plus en presse écrite, parce que peut-être en presse écrite, il y a beaucoup de contraintes et autres. Ce qu'elle a dit tout de suite, c'est important. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que dans les rédactions maintenant, les doyens, c'est ceux qui ont fait 5 ans. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je suis doyenne alors que j'ai 10 ans ou 12 ans de métier. Ça pose problème. Moi, je ne peux pas apprendre grand-chose aux jeunes qui arrivent. Avant, on trouvait Annette Mbaye a été journaliste jusqu'à sa retraite. Il y a peu de journalistes qui prennent leur retraite dans les rédactions. Allez dans les rédactions. Moi, par exemple, les journalistes que je rencontre maintenant, mais c'est beaucoup qui ont commencé il y a peut-être 3 à 4 ans et c'est les plus anciens dans leur rédaction. Moi, ma génération, ils ne sont plus dans les rédactions, hein, à part les 2 australopithèques là. Et je suis venue après elles, mais il n'y en a pas beaucoup. Mes camarades de promo n'en parlons pas. Donc ça pose problème. On parle d'héritage. Qui va apprendre à ces jeunes-là? Ils écrivent 2 articles, ils se prennent pour des stars. Ils ne sont pas très réceptifs. Donc ils ne connaissent même pas le métier. Parce que nous, en sortant de l'école et en arrivant, quand tu as pour formateur Jean Maïssa qui avait déjà 20 ans de métier, mais tu viens avec une certaine humilité. Mais ceux qui sortent là, pas très réceptifs, nous-mêmes, on n'a pas beaucoup peut-être pour nous imposer, ça pose problème. Je pense que c'est ça aujourd'hui le mal du métier. On est très jeune, pas très humble. Un de mes profs me disait tout le temps, on apprend, et c'est ce que dit Annette Mbaye quelque part. Quand elle dit, est-ce que je n'ai pas usurpé? Parce que je pense que j'ai plus pris des autres que je n'ai donné. En fait, de ce qu'on interviewe. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce métier-là. Si je suis restée jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'apprends énormément. Mais moi, j'apprends toujours des autres. Mais je me demande, comme elle, qu'est-ce que je leur apporte? On a le privilège, c'est ce que j'aime dans ce métier. On a le privilège d'interviewer beaucoup de gens, d'apprendre, de les écouter, de discuter après. Et ça, je pense, quand on veut apprendre, oui. Mais quand on arrive et qu'on pense même que la personne qu'on doit interviewer, on est mieux qu'elle, ça pose problème. Quand on l'agresse, ça pose problème. Comme elle dit, ça, ce serait bien d'avoir ce genre de discussion-là, même si ce n'est pas forcément le film, mais d'avoir ce genre de discussion entre les générations. Malheureusement, Tata Annette, de moins en moins, elle sort, mais ça aurait été bien. Moi, j'ai eu la chance de la voir. Ce film-là, quand on le regarde, il y a un côté intimiste. On va dire, oui, c'est son fils qui filme. Mais je pense que ça va au-delà. C'est la personne qui est comme ça. Quand on voit Tata Annette, elle n'a pas, entre guillemets, de filtre. Elle est très naturelle. Elle vous reçoit naturellement. Elle donne... à cet instant-là. Et nous, on n'a plus... Les femmes de ma génération, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce courage-là, cette liberté de dire ce qu'elles pensent. Nous, tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on doit dire, on essaye de mettre dans le politiquement correct. Et c'est ce que j'aime chez les femmes de sa génération. J'en connais une autre, Tata Fantassar, mais je peux discuter avec elle de 8h à 19h. Et je me dis, quelque part, entre cette génération, la génération de ma mère et notre génération, il y a quelque part où ça n'a pas marché. Et que si ça avait marché, nous, on ne serait pas dans ce combat-là aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on reprend les mêmes choses.
Et je me demande quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va, en fait, la crème va prendre. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on régresse un petit peu en ce qui concerne les libertés. Nos mères, nos grands-mères étaient beaucoup plus libres. Aujourd'hui, on mène beaucoup plus de combats et on est moins libre. Donc c'est ça le paradoxe. À quel moment ça a bugué, c'est à quel moment où le bas a blessé, quoi. Donc l'idée, enfin, parce que tout au début, on l'entend répéter un peu ce que disait sa prof. Il disait que n'ayez pas honte de vos pagnes, n'ayez pas honte de vos calebasses. Maintenant, on voit une génération de plus en plus complexée à vouloir ressembler à l'autre, à être assimilé, à rouler les R quand on parle français. Nos enfants, on a dû... Tu vois c'est surtout les femmes en fait. Au lieu de parler par exemple leur langue maternelle à leurs enfants, tu les vois, que ce soit à Auchan ou dans certains espaces, elles leur parlent en français. Limite, tu vois que le petit ou la petite, elle ne comprend pas. Mais elle fait l'assimiler pour lui parler en français qui n'est pas forcément... Enfin, je ne critique pas forcément le fait de parler français à son enfant. Ça pourrait éventuellement lui permettre de l'assimiler un peu plus tôt, d'être peut-être un peu plus à l'aise à l'école. Mais il y a ce côté roots, ce côté identitaire, de parler Wolof, Djola, Halpulaar ou Bassa, voilà, à ses enfants. Que ton enfant puisse d'accord parler français, oui, mais qu'elle puisse parler sa langue maternelle. Ce film est vraiment magnifique. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le voir. Et quand on connaît Annette, on sait que c'est vraiment elle, sans aucun phare, sans rien de... C'est elle, en fait. Et puis, pour répondre un peu à Khady Pouye, je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à ce qu'on retourne aux grands fondamentaux du journalisme. Parce que la base de ce métier, c'est l'humilité. Quand tu perds ton humilité, tu ne peux plus être journaliste. Parce que ici, on a des directeurs de conscience. Des gens qui, parce qu'ils sont journalistes, pensent pouvoir dire aux gens ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ce qui n'est pas le rôle du journaliste, encore une fois. Quand on est journaliste, on relate les faits en toute objectivité. On est un tampon. Ce qu'on pense, nos opinions ne concernent personne. On n'a même pas à les partager. On partage l'information et c'est le public qui se fait une opinion. Donc, c'est un problème qui est très, très profond. Moi, j'ai eu la chance, dans la lignée des mamans de l'indépendance, avec le film Au nom de la liberté de presse, d'interviewer toutes les femmes pionnières. Enfin, beaucoup. Parmi lesquelles il y a eu Annette, il y a eu Hélène Harley à la radio, il y a eu Sokhna Dieng à la télé, Eugénie Aw dans la presse écrite, Awa Tunkara, la première photoreporter. Elisabeth, elle n'a pas voulu. Voilà, elle a préféré que ce soit sa grande sœur parce qu'elle pensait que c'était elle la pionnière. Mais il y a comme un fossé entre ces générations de journalistes, même nous qui sommes peut-être pas deuxième âge, disons. Non, deuxième âge, quand même. Mais avec les journalistes de maintenant, il y a une véritable coupure. On a l'impression de ne pas exercer le même métier. Parce que nous, avant, on s'approchait des aînés. On avait beaucoup de plaisir à les côtoyer, d'apprendre de leur expérience. Mais maintenant, nous, on n'ose même pas parler aux plus jeunes. Parce que ce sont des stars. Bon, c'est compliqué, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit Diabou, c'est les fondamentaux qu'on a un peu mis de côté pour un peu être au devant. Vedettariat, star. On m'a vu à la télé, je parle et tout, surtout à la télé, à la radio. La presse écrite, j'avoue qu'il y a un peu, en tout cas, ils ont gardé un peu ces fondamentaux, peut-être parce qu'ils sont dans l'anonymat total, mais ceux qui sont au devant la caméra en général, devant un micro, je crois qu'il y a un problème assez profond qui est un peu épousé. Mais ce que je voulais dire par rapport au film, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce qu'on a vu ce matin,
une histoire de femme, une histoire d'engagement, une histoire de patriotisme. Et surtout, comme disait Mamito tout à l'heure, cette liberté. Parce que la séquence où elle explique le divorce, son divorce, c'est une séquence assez parlante d'une certaine liberté qu'elle a eue de choisir entre le mari ou son travail ou bien ces mouvements féminins qu'elle a eu à faire. Aujourd'hui, il est difficile de voir quelqu'un pouvoir choisir entre les deux, entre le travail et sa liberté de travail, entre le travail et le foyer. Il est très difficile et comme disait Mamito, de plus en plus on perd ses libertés. Moi, ce qui m'a intéressée dans le film, c'est vraiment la tendresse et la douceur qui émanent de ce film. C'est également la musique, beaucoup de musique, de la danse, de la joie. C'est très contradictoire parce qu'aujourd'hui, on impose aux femmes le silence et on leur impose aussi de ne pas manifester leur joie. Les femmes aujourd'hui sont tristes, je trouve, dans notre pays. On ne leur donne pas l'occasion d'exprimer leur joie. Dès qu'elles sont joyeuses, elles sont suspectes. La joie, elle est suspecte. Et je trouve que dans ce film, on voit une femme joyeuse. Et c'est une ode également au métissage. Le métissage, pas dans la dilution. Il ne s'agit pas de se diluer dans l'autre. Mais nous sommes tous un peu métis quelque part parce que nous avons des racines et nous avons des ailes aussi. C'est-à-dire nous sommes les deux. Moi, je me retrouve quand tu dis les enfants qui ne parlent pas Wolof et tout ça. Mes enfants sont nés à Paris et ils comprennent le Wolof et le Pulaar. Ils n'arrivent pas à le parler. Ils sont un peu complexés parce que quand ils sont venus ici, ils ont commencé à parler, les enfants ont commencé à se moquer d'eux, donc ils ont décidé qu'ils ne le parleraient plus. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je me dis, chacun fait comme il peut. Je me considère comme de la génération entre Annette Mbaye-Derneville et vous, si tu veux. Je reconnais vraiment qu'il y a quelque chose chez nous qui a manqué. Il y a quelque chose chez nous qui a manqué. Moi, je dis que nous avons été les premiers en contact avec la prégnance de la religion musulmane qui est arrivée dans la société. Moi, je le reconnais aisément. Je suis musulmane pratiquante, je le répète. Mais je sais que j'ai ressenti à un moment donné une espèce de césure, une espèce de, je sais pas, quelque chose qui s'est écarté en moi et qui ne laissait pas de place à la cohésion de mon être. Je me suis sentie éclatée. Et ce n'est que maintenant, dans la deuxième partie de ma vie, puisque j'ai passé le demi-siècle et que j'ai entamé le siècle suivant, c'est maintenant seulement que je commence à me rassembler et à comprendre qui je suis vraiment, parce qu'on m'a détaché de qui j'étais vraiment. Ça s'est fait à mon corps défendant, sans que j'en sois consciente. Et finalement, qu'est-ce que j'ai transmis à mes enfants? Je leur ai transmis cette fracture. Mais aujourd'hui, j'essaie de réparer à chaque fois. J'essaie de recoller, de leur dire, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais vous êtes les enfants du monde aussi. Comme nous tous, nous sommes les enfants du monde. Je ne vois pas pourquoi j'irais m'accrocher à mes racines halpulaar de Ourossogui et laisser les Grecs, Socrate, Platon. Mais moi, je veux tout. Il n'y a pas de raison. Je veux avoir tout. Je veux connaître l'Afrique du Sud. Je veux connaître les Mayas. Je veux connaître le Japon. Je veux connaître également mes racines africaines. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable. Je pense que seules les femmes peuvent réaliser ça parce qu'elles sont capables de faire plusieurs tâches à la fois. Moi, je ne peux pas faire une seule tâche. Quand j'enseigne à mes élèves, ils me disent souvent, mais madame, quelquefois là, vous êtes partie, hein? Je leur dis, mais oui, quelquefois je m'ennuie à mon propre cours pendant que je fais cours. Je m'ennuie et puis je pars, je m'en vais, je vais ailleurs. Parce qu'il me faut plusieurs choses. J'estime que chaque minute dans laquelle je ne fais pas 1000 choses est une minute de perdu.